Bienvenue à toutes et à tous pour cette exploration d'une facette peut-être moins connue de Cheikh Anta Diop, sa pensée politique. On va s'appuyer sur le livre de José de Nascimento Paz pour découvrir que Diop, eh bien, c'était bien plus que l'historien qu'on connaît. C'était un penseur politique vraiment visionnaire. Oui, absolument. Et ce qui est frappant, c'est son anticipation. Dès les années 50, 60, il proposait des solutions concrètes, bien avant beaucoup d'autres. Une pensée solidement ancrée dans la science, hein, pas juste une idéologie, avec un cap très clair, ce qu'il appelait la Renaissance africaine. D'accord, donc notre objectif ici, c'est un peu d'extraire les idées fortes de Diop, celles qui, selon lui, devaient permettre aux peuples africains de retrouver leur, comment il disait déjà, ah oui, leur aptitude à l'initiative historique. Nécessité d'un État fédéral africain, pourquoi c'était si fondamental pour lui et si tôt? Ça peut paraître presque utopique, non? Pour Diop, c'était tout le contraire de l'utopie. C'était la condition même d'une vraie souveraineté. Il avait cette crainte qu'il appelait la sud-américanisation. La sud-américanisation, c'est-à-dire? Oui, il pensait à l'Amérique latine, fragmentée après les indépendances, en plein de petits États, des États souvent faibles, des proies faciles pour les ingérences extérieures et finalement impuissants économiquement et politiquement. Ah, je vois. Tout gérer de façon rationnelle les immenses ressources du continent. Il pensait même déjà, tu vois, à leur épuisement futur. Impressionnant. Un État fédéral puissant, d'accord, mais il faut bien un ciment pour faire tenir tout ça ensemble, non? Quelle était la clé pour lui? Alors là, on touche au cœur de son travail d'historien, justement. Pour lui, la clé, c'était la restauration de la conscience historique africaine. La conscience historique. Oui, pour Diop, l'unité politique, elle ne pouvait pas tenir sans ce qu'il appelait une assise sociologique solide. C'est-à-dire le sentiment partagé d'appartenir à une communauté de destin fondée sur une histoire, une mémoire commune. D'accord. Et c'est pour ça qu'il a consacré une énergie folle dans ses recherches scientifiques à prouver cette parenté culturelle, linguistique profonde entre les peuples africains, notamment via le lien avec l'Égypte ancienne, bien sûr. Ce n'était pas juste pour l'amour de l'histoire, c'était politique. C'était la base du ciment fédéral. Ah oui, je comprends mieux le lien. Restaurer l'histoire, ce n'était donc pas seulement une question de fierté, c'était une stratégie politique. Et ça avait aussi une dimension psychologique importante, notamment pour les élites, hein. Tout à fait. C'est crucial. Diop analysait très finement comment le système colonial avait produit une élite hétéronome, Hétéronome. c'est-à-dire dépendante intellectuellement. Une élite qui doutait de ses propres capacités, qui était coupée de sa propre initiative historique. En restaurant la fierté, la connaissance du passé, il voulait libérer cette aptitude psychologique à l'autonomie, À la créativité. pour pouvoir penser et agir par soi-même, en fait, hein. Exactement. C'était une condition psychologique de la souveraineté qui allait bien au-delà des simples structures politiques. Il fallait en quelque sorte décoloniser les esprits. C'est fascinant ce lien entre psychologie collective et projet politique. Bon, abordons l'économie maintenant. Sa vision, là aussi, elle tranchait radicalement avec ce qui se faisait ou se proposait à l'époque, non? Ah oui, radicalement. Il rejetait complètement les modèles de développement qu'on proposait alors, souvent basés sur l'exportation des matières premières brutes. Ça, c'était l'héritage colonial. Et il proposait quoi à la place? Il prenait une politique industrielle fondée sur la rentabilité interne. L'idée est simple, mais très puissante. Transformer les matières premières sur place en Afrique. Logique, oui. Logique, mais révolutionnaire pour l'époque. Pourquoi? Pour créer des emplois locaux, évidemment, pour générer des revenus fiscaux pour l'État fédéral, pour financer les infrastructures, développer des compétences techniques. Il insistait beaucoup sur l'exploitation conjointe de l'énorme potentiel énergétique africain et des matières premières. Et surtout, viser en priorité le marché intérieur africain, un marché de plus d'1 milliard de consommateurs potentiels. C'était une rupture totale avec l'économie extravertie. D'accord, d'accord. Fédéralisme politique, unité par l'histoire, économie tournée vers l'intérieur, on sent bien la cohérence de l'ensemble. Et tout ça, ça s'inscrit dans un projet global qu'il désignait comment? C'est ça. Tout ça, c'est le paradigme de la Renaissance africaine. C'est vraiment un concept central chez lui. Renaissance. Pas développement ou rattrapage? Non, justement. Pour Diop, l'Afrique postcoloniale n'était pas simplement en retard. Ce mot-là, retard, ça implique qu'il suffirait de rattraper l'Occident, de suivre le même chemin. Pour lui, c'était plus profond. Il parlait de régression historique. Régression. Oui, dans le sens où l'Afrique avait perdu cette fameuse
aptitude à l'initiative historique. Donc le défi, ce n'était pas de rattraper, mais de renaître, c'est-à-dire reconquérir cette capacité créatrice, cette innovation, cette autonomie dans tous les domaines. Ça change complètement la perspective pour penser l'avenir, tu vois. Oui, c'est un changement de paradigme complet. En somme, ce que Cheikh Anta Diop nous lègue, c'est une véritable architecture intellectuelle, très cohérente, des pistes d'action concrètes pour l'Afrique, articulées autour de l'unité basée sur l'histoire retrouvée, de la souveraineté politique et économique réelle, et de la libération de ce potentiel créateur africain. Et une pensée exigeante, c'est sûr. Ça me fait penser à ce que disait le philosophe Marcien Toit, qui est cité dans nos lectures. Il disait que Diop nous invite à dépasser la logomachie, la bataille de mots, les discours qui tournent en rond, quoi. Pour entrer dans la machimatique, c'est-à-dire l'action concrète, la construction patiente, méthodique. Et ça nous laisse avec une question, peut-être pour aujourd'hui. Au-delà de l'admiration qu'on peut avoir pour l'historien, pour le savant, est-ce que la société est prête aujourd'hui à examiner sérieusement, à débattre de la mise en œuvre concrète de ces directives politiques, quand même assez audacieuses de Diop, pour façonner l'avenir du continent ?